Bonjour, et c'est avec plaisir que je vous rejoins sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette émission Star comme ça. Comme vous le savez, c'est l'émission qui vous aide à mieux comprendre les dessous de l'actualité. Ceci pour vous aider à prendre position sur ces sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Mais aussi, vous le savez que Starcom est le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité en Guinée. On s'intéresse dans ce numéro de Starcom à un sujet qui continue d'alimenter la chronique en Guinée et qui suscite d'ailleurs assez de commentaires dans le milieu politique guinéen. Le président français Emmanuel Macron a adressé un message de félicitations à Alassane Dramane Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé en Côte d'Ivoire, dans ce pays voisin à la Guinée. Une trentaine de personnes ont perdu la vie dans des violences en lien avec la candidature contestée du président sortant, alors que en Guinée, où Alpha Condé est déclaré réélu dans les conditions quasi similaires avant son homologue ivoirien, le président français Emmanuel Macron s'abstient d'adresser ses félicitations au président guinéen. Et nous, dans cette émission Starcom, on pose le débat. Quelle analyse peut-on faire de ce double langage de la France qui entretient notamment sur le troisième mandat et qui soulève d'ailleurs assez de questions, notamment en Guinée? Pourquoi Macron n'a-t-il pas adressé des messages de félicitations à Alpha Condé, dont la réélection contestée a été confirmée avant celle d'Alassane Dramane Ouattara? Cette position du président français Emmanuel Macron aura-t-elle des conséquences ou des incidences négatives sur la diplomatie guinéenne à l'international? La réponse à toutes ces questions, c'est juste après ça. Et de retour dans cette émission, merci pour votre considération et fidélité éternelle à cette télé et plus particulièrement à cette émission Starcom. Et pour répondre à toutes ces questions, on reçoit pour vous aujourd'hui dans l'émission Starcom Honorable Sékou Yaya Bari, secrétaire exécutif de l'Union des Forces Républicaines UFR, un parti de l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Honorable, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour, bonjour à vos fidèles téléspectateurs. Ouais, j'espère que le troisième mandat ne vous a pas amoindri en termes de morale. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous portez sur le plan moral? Non, le moral est au beau fixe. Hein. Quand on est croyant et qu'on se bat pour des causes, je crois qu'il faut garder le sang-froid et continuer ce combat. Alors, on va commencer cette émission par cette information qui vient de nous parvenir. Il faut dire que le gouvernement guinéen a procédé désormais à l'interdiction systématique des manifestations de rue. Il faut dire quand même que c'est un prélude de cette annonce lancée par l'opposition par rapport à la reprise des manifestations de l'ANAD. On justifie cette décision par l'état d'urgence sanitaire. Quelle est votre réaction sur cette annonce du gouvernement guinéen? Écoutez, je crois que l'utilisation de cette maladie est devenue quelque chose pour permettre aux gouvernants d'instaurer une dictature dans la vie publique. Ce qui est fondamental, nous avons une constitution qui autorise des manifestations. Dans la règle de l'art, si nous nous entendons dans un système, c'est de faire en sorte qu'il y ait dialogue autour de cette question et de savoir de quelle manière ça doit s'opérer sur le terrain. Mais malheureusement, nous sommes entre un pouvoir qui est sourd et qui est insensible à la vie publique, et nous avons une opposition qui se bat pour la reconnaissance des valeurs démocratiques dans notre pays. Quand ça les chante, ils font des manifestations, ils font la mamaya, mais quand ça ne les concerne pas, et les autres ne doivent pas le faire. Non, mais quand même, est-ce que ce n'est pas justifié par c'est pas justifié pour la sanitaire quand même. Nous sommes en période de, sanitaire, hein, où la Covid-19 connaît une sorte de fléchier, de montée en flèche. Je suis parfaitement d'accord avec vous que la Covid-19 continue à faire des morts, des malades. Oui, des malades. En Guinée, on a peu de morts, par exemple. Mais dans les pays où il y a plusieurs morts, il y a des manifestations qui continuent. Vous avez vu la France la dernière fois, alors qu'il y a plus de morts que la Guinée. Vous avez vu les États-Unis, comment ça se passe, où il y a beaucoup plus de 200 et quelques morts, 200 000 et quelques morts. Donc je me dis, ça ne justifie pas
cette décision. Donc c'est une sorte d'instrumentalisation et de la politisation de la chose. Vous avez vu l'Assemblée générale du RPG le samedi passé, où il n'y a pas de geste barrière, il n'y a même pas de masque, où il y a plein de monde qui était là. Et cela ne les a pas amenés à dire qu'on ne doit pas faire une Assemblée générale. Que les gens continuent, cherchent à manifester, trouver les mots justes, sans arrogance, et savoir comment faire en sorte que la manifestation voit le jour. Donc, mais je sais qu'aujourd'hui, on ne veut pas que les voix se lèvent dans notre pays. Nous sommes en train de tomber très bas, plus bas qu'au moment de la Révolution en République. C'est un système. Alors revenons sur cette actualité qui vous concerne notamment, ce feuilleton autour du passeport et de votre président, Sidya Touré, qui a été finalement rétrocédé par les autorités aéroportuaires de l'aéroport international de Legbessia. Il y a eu assez de tollé sur... alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que Sidya Touré puisse être en possession de son passeport? Écoutez, je ne sais pas les dessous de ce qui est arrivé. Mais ce que je déplore, c'est la manière dont ça s'est passé. Et je dois vous rappeler que j'ai été la personne qui est allée chercher son passeport ordinaire à la police. C'est-à-dire, il renouvelait son passeport. Je suis allé et malheureusement, il y a eu des problèmes d'abord pour récupérer son passeport en tant que citoyen guinéen. Donc c'est depuis vous comprenez, depuis la confection du passeport, il y a eu des difficultés où le directeur national de la police a refusé de rendre le passeport d'un citoyen guinéen. Il a fallu une pression d'un des cadres de l'État quand Sidya a appelé, mais je ne suis pas citoyen guinéen. C'est en ce moment que j'ai récupéré le passeport. Je viens donner le passeport à M. Sidya Touré et il devait se rendre le même jour à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, on ne savait pas qu'il y avait le pire qui devait arriver à l'aéroport. Malheureusement, arrivé à l'aéroport, il y a le commissaire de là-bas, mais il faut reconnaître tout ça, ça dépend de Alpha. C'est lui qui instrumentalise, je vous dis carrément, c'est lui qui donne des ordres à tous les niveaux de notre existence aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il a une formation communiste. Il est capable d'appeler un mécanicien de véhicule pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de ton... Parce qu'ils sont formés pour ça, vous comprenez. Alors cela dit, le gars s'est dérobé comme un petit voleur à l'aéroport pour se cacher. La moindre chose, c'était de dire aux citoyens que nous avons eu l'autorisation, comment dirais-je, une décision vous empêchant de sortir du pays. Sinon, Sidya n'est pas concerné par ces élections. Il devait se rendre tout simplement... Alors, qu'est-ce qui s'est passé notamment pour ce... Parce que, voilà, selon les informations, Sidya Touré aurait ficelé des accords avec non, pas du tout. pour être en possession de non, pas du tout. Qu'est-ce qui tourne autour de ça? C'est que c'était vraiment quelque chose qui ternissait encore plus, bien que c'est terni l'image de ce pays, mais qui ternissait. N'oubliez pas que Sidya Touré a quand même des relations au niveau international, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana. C'était un proche collaborateur de Sidya qui est président du Ghana. Il faut reconnaître que c'est quelqu'un... La Côte d'Ivoire était la plaque tournante de l'Afrique libre, où des relations se faisaient. Et Sidya a eu la chance de briguer des responsabilités, être à des niveaux de responsabilité où le monde tournait autour. Vous comprenez? Donc, cela dit, quand quelqu'un apprend ça, même s'il a relation avec Alpha, mais quand même, il se demande la raison fondamentale. Vous avez vu le ministre de la Sécurité... Donc, vous voulez dire qu'ici, il n'y a eu aucun arrangement entre l'UFR et le pouvoir d'Alpha? Aucun arrangement. Je peux vous le garantir. Il n'y a eu aucun arrangement. Et en plus, nous avons commis un avocat pour demander la suite. Et il s'est trouvé que le passeport s'est trouvé dans les mains du procureur, qui est le grand frère de Bani Sangaré, du RPG, donc qui est à Mafanko. Et finalement, quand l'avocat a demandé, il dit non, il faut que je reçoive des instructions pour libérer le passeport. Voilà la réalité. Alors, il y a également l'autre aspect, parlant de l'UFR, sur laquelle je voudrais un peu vous demander. C'est vrai que ça fait également du tollé, mais après le recul, qu'est-ce que vous déduisez de cette attaque que certains estiment que soi-disant attaque du domicile de Sidya Touré? J'ai écouté deux de vos confrères d'une des radios ici, mais ça relève d'une
du cynisme quand il parle d'une machination. Machination et d'un coup monté. La simple raison, ils doivent seulement aller vers ce qui était là pour demander la vraie version ou demander la vidéo, parce que ça existe. Il y a des caméras, c'est Sidi Touré. Quand tu rentres, on te voit. Donc il suffisait de poser des questions et tout ça. Mais qu'un jeune, j'ai écouté un journaliste, Antoine Kourouma, qui ne connaît rien de ce qui s'est passé là-bas, qui s'est permis de dire du n'importe quoi dans une des radios. Peut-être je comprends bien, hein, il y a beaucoup de journalistes en République de Guinée qui mangent le soir pour aider le pouvoir à encore garantir cette dictature. Mais en réalité, ces deux pick-up sont venus et les policiers sont rentrés dans la cour. C'est pas, c'est-à-dire aux abords. Ils sont rentrés, ils ont été surpris. Parce que quand nous avons appris que le passeport de Sidi Touré est retiré à l'aéroport, nous avons pensé qu'il va y avoir des menaces. Où on parlera des éléments incontrôlés, oui, toujours quand ça arrive. Alors, nous avons vécu ce moment au temps de Dadis. En 2009, après le stade, le domicile de Sidi a été saccagé. Des véhicules emportés. Si vous me comprenez. Oui. On dit que c'était des éléments incontrôlés de l'armée. Donc le fait de prendre le passeport de Sidi à sans motif, nous avons dit qu'il y a quelque chose derrière. Qui est en gestation. En gestation. Donc nous avons alerté les jeunes du parti. Il y avait près de 150 à 200 jeunes camouflés dans les fleurs de ce Sidia. Heureusement qu'il avait... Et il y avait 4 jeunes auparavant qui sont devant le portail. Quand les pick-up ont vu ça, ils pensaient que c'était les seuls qui étaient là. Ils sont venus en pompe, ils sont rentrés. La première pick-up est rentrée dans la cour. C'est que les gens ne savent pas. En défonçant la grande... le grand portail, les jeunes, en voyant les venus en grande pompe, ils ont ouvert le portail, les jeunes même, 4, pour savoir effectivement si leur intention c'était de rentrer. Ils ont ouvert le portail et ils sont rentrés dedans, en alertant les autres. C'est en ce moment que la pick-up est rentrée avec les gens armés jusqu'aux dents. Et quand ils ont vu les gens, ils ont dit, mais quel est ce regroupement? Pourquoi vous êtes regroupés ici? Donc maintenant, il y avait la peur. Ouais. Les jeunes avaient peur d'être fusillés et ils avaient peur d'être lynchés. Donc ça n'a rien de victimisation. Alors, et en réalité, oui, c'est ce qui s'est passé à 4 h du matin. Ouais. Et dès que ça s'est passé, on m'a appelé, j'étais au lit. Je me suis tout de suite levé pour aller vers ce Sidia. Bien, justement, on va revenir notamment à vous pour parler de l'opposition. Mais il faut rappeler que pendant que Sidi Touré, notamment, a fait l'objet de toutes ces sortes, notamment en termes de refus de voyage, mais aussi de cette attaque, il y a également des leaders de l'opposition guinéenne aujourd'hui qui semblent être notamment sur la sellette avec cette traque lancée désormais par la justice guinéenne. Mais avant de revenir à vous, honorable, on va partir avec cet élément de reportage où les avocats du l'UFDG et de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique en Guinée dénoncent les conditions de détention notamment de ces cadres de l'UFDG et pourquoi pas de ces poursuites lancées contre les leaders de l'opposition et du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. Sur cet élément, on revient après. C'est une conférence de presse au cours de laquelle les avocats de l'IFDG et l'ANAD ont présenté un document de 3 pages. Dans ce document, ils dénoncent les conditions de détention de leurs clients, notamment Ousmane Gawal Diallo, Abdoulaye Ba, Selou Baldé, Ibrahima Cherif Ba et Si, tous poursuivis par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine. Ils sont accusés d'avoir préféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. Au regard des dispositions du Code de procédure pénale, le collectif des avocats de la défense, j'allais dire, relève plusieurs irrégularités portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes poursuivies. Le collectif des avocats a aussi révélé la violation des dispositions en la matière. Par ailleurs, les convocations qui leur ont été adressées n'indiquaient pas les motifs pour lesquels leurs clients sont actuellement poursuivis. De la même manière, les enquêteurs ont foulé au pied les dispositions de l'article 1257 du Code de procédure pénale relative au droit à l'information de la personne mise en examen. Mise en cause, je vais dire. En outre, les règles relatives à la garde à vue n'ont pas été observées. Plus grave,
La police judiciaire, avant de présenter les mises en cause aux magistrats instructeurs, les a photographiés individuellement en les obligeant à tenir une ardoise sur laquelle on pouvait lire le nom de l'intéressé et la mention complot. En plus de la violation manifeste de leur droit à la présomption d'innocence, cet acte qui rappelle un passé sombre était destiné à humilier et à saper le moral des intéressés. Il traduit aussi la haine et le zèle de certains enquêteurs à leur endroit. En réalité, cette procédure qui ne repose sur aucun élément tangible vise tout simplement à détourner l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les graves crimes commis sur des citoyens après le scrutin du 18 octobre 2020. Depuis le scrutin du 18 octobre dernier, le nombre d'interpellés serait près de 400 et les arrestations se poursuivent un peu partout dans le pays. Selon ces hommes, de droit. Et oui, c'était la sortie des avocats de l'Union des forces démocratiques de Guinée qui dénoncent les conditions de détention de leurs clients, des clients d'ailleurs qui sont aujourd'hui mêlés à des poursuites judiciaires lancées par contre les cartes du parti. Alors, honorable, c'est vrai quand même que, voilà, aujourd'hui, vous, leader de l'opposition, c'est quand même, vous marchez sur du charbon ardent. Et il faut réfléchir à 1000 fois avant de sortir la voie empruntée. Alors, quel est votre regard sur ces interpellations ou de ces poursuites judiciaires? D'abord, ce n'est pas pour ça qu'on doit arrêter la lutte que nous menons. Ouais. Mais je dois tout simplement dire que ça rappelle, comme il a si bien dit, les années sombres de la Guinée. Ouais, une ardoise en main. C'est les jeunes qui n'ont pas connu cette période sombre de la Guinée. Aujourd'hui, sont en train de comprendre ce qui est arrivé à nos parents qui sont morts dans ces geôles de la Révolution à l'époque, où des accusations farfelues étaient montées de par-ci, par-là, sur certains. Et amener ces gens rappellent cette histoire et vraiment ça me fait très mal. Ça fait très mal que les Guinéens encore reviennent à cette époque pour nous pensions qu'avec Alpha Condé, qui a été l'un des cités, condamné même à mort par contumace pendant ces années-là, ne doit pas permettre que cela revienne. Mais est-ce qu'on doit être surpris de voir tout ça? Parce que Alpha Condé l'a dit, qu'il prend la Guinée là où l'a laissé s'écouter. C'est ce que ça prouve à suffisance. C'est vrai que tout ce qu'il dit, il le fait. Je crois qu'il vient nous ramener à cette période, mais qui n'est pas possible. Aujourd'hui, nous avons le monde ouvert. Et vous avez vu comment ils ont bloqué les réseaux sociaux. Mais malgré tout, les Guinéens ont réussi à trouver autre chose. Je vais dire que la réalité que nous vivons aujourd'hui doit quand même mater la conscience de tout un chacun. Je commence par ceux-là qui ont photographié. Alors, si vous permettez, on va marquer une courte pause parce que là, c'est important. Avant de revenir pour parler notamment de ces dessous, de ces interpellations, avec mon invité du jour, qui n'est autre que Honorable Seikou Yayabari, secrétaire exécutif de l'UFR. On marque une courte pause et on revient après. De retour dans cette émission et avec moi sur ce plateau pour ces numéros de l'émission Starcom, Honorable Seikou Yayabari. Il est le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines. Alors, Honorable, vous disiez notamment sur ces arrestations. Oui, effectivement, je parlais de ceux-là même qui ont photographié et qui ont permis que ça soit de la police. Wow. Vous savez, c'est quand même... Et c'est ma génération. C'est-à-dire, je crois que cet instinct de destruction. À qui vous faites allusion? Je parle de ceux qui ont le pouvoir de gérer et de faire ça devant le public. Je parle de ça. Des enquêteurs. Cet instinct de destruction, je le sens, était en hibernation. Wow. Et qui s'est réveillé. Et c'est comme si c'est dans les gènes de certains Guinéens que cela doit se passer. Parce que je vais vous dire, ils sont aussi victimes que ceux-là à qui ils infligent ces humiliations. Ouais.
Parce que ça dépend de la position. On dit souvent que la révolution se nourrit de ses enfants. Et quand on parle de ses enfants, c'est ceux-là même qui ont contribué à enraciner cette révolution-là. Alors, le fait de le faire aujourd'hui, ils ignorent tout ce qui peut les arriver quand cela prendra peau et prendra forme dans un État. Je vais vous rappeler. Ils n'ont qu'à se demander où sont les Marcel, comment on appelle ça, les Émile Cissé. Où sont les Thibou Tounkara, qui était vraiment un révolutionnaire convaincu, qui ne faisait pas du mal, hein, qui croyait à la révolution, qui a formé les scouts guinéens et qui est mort au Camboiro. Où sont ceux-là qui ont bâti... Les Diallo-Telli. Plutôt, je dis ceux-là qui étaient les fondamentaux... Les artisans même de la révolution. Même de la révolution. Et que la révolution a décimé dans notre pays. Ils doivent se rendre compte. Nous ne devons pas réveiller ce qui est passé. Nous devons éviter cela. Parce que cela rappelle ce sale moment de notre histoire. Où les Guinéens sont pris pour des sujets. Où des Guinéens sont pris pour des moins que rien. Ou pour des poulets. Des chiens. Des gens qu'on pendait sur nos ponts. Pendait devant un pont et on envoyait des enfants regarder. C'est dommage. Écoutez, je vous dis quelque chose. Je le dis pour les Guinéens. Nous devons respecter l'être humain. Dieu nous a dit de respecter l'être humain. Nous devons pouvoir garder cela. Mais si vous ne le faites pas, c'est que vous ne croyez pas en Dieu. Parce que le problème, si vous ne croyez pas en Dieu, mais croyez à quelque chose quand même qui vous a créé. Parce que vous n'êtes pas sorti comme ça. Vous n'êtes pas venu dans ce monde comme ça. Ce démon réveillé, cela me fait très mal. Et j'estime que ça doit toucher les consciences des Guinéens quand je parle aujourd'hui. Qu'ils doivent arrêter cela. Ce matériel que les gens recherchent. Ce pouvoir, l'ascendance du pouvoir que les gens recherchent. On parle de complot sur des ardoises, avec une photographie à l'appui. C'est quand même... Mais où est Sékou Touré aujourd'hui? Où sont les Ismaël Touré? Est-ce que vous voyez? Où est Lansana Conté aujourd'hui? Où sont les gouvernements qui étaient avec Lansana Conté? Mais Alpha Condé, ça sera la même chose. Il ne sera pas demain. Et il ne sera pas avec tous les gens qui sont en train de doucir le ton aujourd'hui. Comment on va se regarder en face? Comment les enfants des uns vont regarder les enfants des autres? Aujourd'hui, les enfants victimes de la révolution ont créé un mouvement qu'on appelle Plus jamais ça. Plus jamais ça devait être un leitmotiv. Je ne cherche pas à savoir qui a raison ou qui a tort. Mais quand même, on tourne la page définitivement. Et pour tourner la page, je sens que nous avons encore la nécessité de purger cela. Et pour purger, il faut qu'on en parle. Alors, il faut dire quand même qu'on aura dans cette émission, pour cette deuxième partie, Elhadj Malal Diallo, président par intérim de l'OGDH, Organisation guinéenne des droits de l'homme et des citoyens. Alors, politiquement, par quoi ça s'explique notamment? Parce que c'est vrai que aucune explication. L'opposition guinéenne, voilà, comparativement à celle de la Côte d'Ivoire, n'est pas allée plus loin. À part cette déclaration de victoire de Cellou Dalein Diallo, l'opposition est restée un peu souple. Elle a procédé même à la suspension de ces manifestations, contrairement à Abidjan où on a parlé de la création d'un conseil national de transition, formation d'un gouvernement, d'un nouveau gouvernement, mais que Ouattara tend la main à l'opposition avec notamment ses rencontres avec Charles Konan Ben. Donc, mais en Guinée, et qu'on continue de durcir le ton. Quelle est la lecture politique que vous faites notamment de cette situation? La lecture est simple, c'est-à-dire que quand tu as conscience que tu as besoin de construire un État, même si tu as fait du mal, tu cherches des solutions. À part faire. Tu cherches les solutions pour que les Guinéens se retrouvent autour d'une table pour discuter des problèmes du pays, même si tu as commis des erreurs de par le passé. Je me rappelle bien qu'au temps de Lansana Conté, il y avait eu la modification de la Constitution. Mais tout de suite, en 2004, nous avons tenu un dialogue qui nous a permis, en 2015, d'aller aux élections communales et communautaires. Parce qu'il avait un souci quand même, que cela ne soit pas comme ça et que le pays ne soit pas totalement bloqué. Et l'esprit de vouloir un peu alléger la vie des citoyens était en cause parce que nous relevons, il faut reconnaître que les bailleurs de fonds
avait tourné le dos à la Guinée. Nous avons réussi quelque chose de fondamental à l'époque. C'est d'obtenir les radios privées. Ouais. C'est d'obtenir une CENI indépendante. La pluralité politique. Non, il y avait déjà la pluralité politique, Oui. mais c'est d'obtenir la CENI, d'obtenir les radios privées. Ouais. D'aucuns pensaient d'ailleurs que les radios c'était pour les partis politiques. Non, nous avons voulu que les Guinéens s'expriment et qu'il y ait la contradiction. C'est de la contradiction que jaillit la vérité. Et il n'y a pas plus, comment dire, un pilier plus important que les radios et les télés, les médias, pour permettre aux Guinéens de se connaître et de se découvrir. Ouais. Et cela a permis cela. C'était un militaire de toutes les façons. Donc, il y avait ce souci. Vous comprenez? Aujourd'hui, Alpha Condé est dans un contexte... je prends la Côte d'Ivoire. Et Ouattara a fait des réalisations, il faut reconnaître. Il a rehaussé le niveau de vie des Ivoiriens, contrairement à la Guinée. Nous avons eu un populiste qui nous fait croire, rêver. Pour voir les réalisations de Alpha Condé, il faut te coucher la nuit. Et tu dors, tu les vois en rêve. Mais le matin, tu te confrontes avec la réalité. Une Guinée sur maquette. Une Guinée sur maquette. Donc, on n'a jamais vu. Mais quand tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vois les échangeurs, tu vois les routes, hein, tu vois l'électrification des villes et villages de ce pays, tu vois le niveau de vie et tu vois l'arrivée des bailleurs de fonds. Je ne parle pas des mines, hein, je parle des bailleurs de fonds réels qui contribuent à relever le niveau de vie des Ivoiriens. Tu te rendras pas compte. Ce qui veut dire que pour le cas de la Guinée, en commun, Alpha, et tout ça. Et en Guinée, nous avons été, comment dirais-je, on nous a fait consommer des rêves, et en nous parlant de la Guinée, comme si la Guinée est un pays qui a tout désormais, qui est sorti de terre, et qui a la diplomatie qui fonctionne normalement. Alors, mais je dis bien, la vie politique de notre pays est vraiment dans une situation dramatique. Ouais. La vie politique de la Guinée est dans une situation dramatique. Ce sont les mots notamment de mon invité du jour, honorable Sékou Yaya Bari. Alors, on va partir sur le terrain pour partir avec El Hadj Mamadou Malal Diallo, président par intérim, si je ne me trompe, de l'OGDH, Organisation Guinéenne des Droits de l'Homme. El Hadj, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission. Alors, cette première question, il faut dire quand même que l'OGDH semble être en colère hein, par rapport à cette situation qui prévoit en Guinée. En ce qui concerne ces poursuites judiciaires lancées contre des leaders de l'opposition guinéenne. Alors, après le recul, qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui de votre lecture de cette situation en Guinée? Bon, si vous voulez bien reposer la question parce que je ne crois pas avoir bien saisi la question. La question est de savoir quelle est la lecture de l'OGDH sur la situation de ces poursuites judiciaires lancées aujourd'hui contre des leaders de l'opposition et de la société civile guinéenne. Bon, la position de l'OGDH est que ça ressemble un peu à des règlements de compte post-électoraux. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi ce sont les leaders seulement, comment ça s'appelle, les cadres d'un parti politique et les cadres du FNDC qui sont visés. Oui. Je ne comprends pas. Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut craindre alors hein, sur la question hein, de l'état des droits désormais en Guinée avec cette nouvelle gouvernance qui s'annonce sur le magistère d'Alpha Condé? Bon, je crois que nous parlons tous d'état de droit, mais en réalité, nous ne sommes pas tout à fait dans l'état de droit. Parce que vous avez vu comment on opère les arrestations et sans respecter les procédures judiciaires prévues en la matière. Et on vient à des heures indues pour appeler, pour arrêter des citoyens. Ce n'est pas tout à fait conforme à l'état de droit. Alors aujourd'hui, est-ce que vous y croyez
quand les autorités parlent d'une nouvelle gouvernance qui s'annonce en Guinée avec ce troisième mandat. Est-ce que vous y croyez en tant que défenseur des droits de l'homme? Une nouvelle gouvernance? Oui, basée sur le respect des droits, des libertés publiques. Bon, nous avons vécu 2 mandats. Oui. Je ne sais pas si c'est au 3e mandat qu'on va redresser tout ça. Alors, dernière question, Doyen Diallo. Aujourd'hui, c'est vrai quand même que même sur la question de la liberté d'action des défenseurs des droits de l'homme que vous êtes, il y a assez de débats. On se rappelle ce dernier rapport de Amnesty International sur la situation des violences en Guinée a été largement débouté par la mouvance présidentielle. Alors aujourd'hui, avec la situation qui évolue, est-ce qu'il faut craindre pour également, même pour la vie de ces défenseurs des droits de l'homme en Guinée, notamment ceux de la société civile, dans les heures à venir? Bon, vous savez que la situation de Saïki Aya, par exemple, oui, c'est un défenseur des droits de l'homme. Et il est membre du FNDC. Oui. Il a été arrêté et la justice a demandé par 2 fois qu'on le mette en liberté, mais c'est impossible. Finalement, on vient de le condamner à 1 année de prison. Donc, jusqu'à maintenant, on croyait que les défenseurs de droits de l'homme étaient à l'abri, mais avec cette situation, oui, il y a lieu de s'inquiéter. Voilà, il ne me reste qu'à vous dire merci d'être passé dans cette émission. Et là, Mamadou Malal Diallo, je rappelle que vous êtes le président par intérim de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen. Merci. Merci d'être passé. Alors, honorable, c'est vrai quand même qu'on a écouté notamment notre invité par téléphone. Aujourd'hui, ça quand même, la situation reste un peu compliquée. Alors, parlant de cette situation aujourd'hui qui s'abat sur l'opposition, quelle est... Certains estiment quand même que l'unité d'action de l'opposition face à cette poursuite judiciaire ne se matérialise pas parce qu'on laisse le combat avec notamment l'UFDG et la NAD, étant donné que l'opposition c'est tout un ensemble voilà, d'entités qui devraient agir parce qu'aujourd'hui, on estime que c'est l'UFDG, demain ça pourra être également l'UFR, je ne souhaite pas pour vous. Mais quand même, voilà, quand vous êtes des acteurs politiques, il faut quand même se donner la main face notamment à un certain nombre de violations. Écoutez, nous travaillons dans ce cadre-là. Nous estimons que toute personne arrêtée, tout citoyen brimé, nous devons consciencieusement nous lever contre cela et défendre la personne. Mais il y a les formes qui posent des fois des problèmes quand les décisions sont prises par une entité sans consulter les autres entités donc, par rapport à une situation. Donc même si vous avez l'intention de faire un travail collégial, s'ils estiment que le combat se fait par rapport à leur entité, c'est compliqué. Nous avons une situation où nous sommes au sein du FNDC. Dans ce cas de figure, le combat doit revenir au sein du FNDC. À mon avis, l'UFDG est allé à une élection en quittant le FNDC pour battre campagne et aller il savait qu'il allait perdre les élections. Il savait que tout est fait pour non, que mais cela... ça quand même honorable. Il ne pouvait pas savoir parce que il y a eu des alertes. C'est quoi? C'est lui qui était convaincu de gagner. Mais vous avez douté de... Non, on le savait que c'était... les deux sont pipés. Oui, mais politiquement également, vous avez fait une grosse erreur politique parce qu'aujourd'hui, l'UFR n'est pas sur l'échiquier politique guinéen. Non, nous sommes sur l'échiquier politique guinéen. Non, dans la cartographie politique de la Guinée, quand on classifie les partis politiques aujourd'hui, attention, nous sommes la troisième... Non, vous étiez de la troisième force. Nous sommes la troisième... Vous étiez de la troisième force politique. La discussion là ne se fait pas ici parce que le parti politique se détermine par le nombre de militants qu'il a. Il suffit de voir les assemblées générales des partis politiques. Vous saurez si l'UFR existe ou pas. Non, vous existez. Non, mais si pas dans l'alignement politique. Non, si.
Nous sommes dans l'alignement politique, justement. Nous n'avons pas participé à une élection. Cela ne nous donne pas, ne dit pas que nous ne sommes pas dans la vie politique guinéenne. Attention, hein. Aujourd'hui, de par le monde, même ceux qui sont dans la mouvance, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils sont prêts à faire en sorte qu'on dissout l'Assemblée pour que l'UFR... Pourquoi on parle de nous? Pourquoi on s'attaque à Sidia? C'est parce qu'il est important. Pourquoi on cherche à retirer ses biens? Sidia est différent du parti. Non, c'est parce qu'il est leader politique, sinon on s'en fout de lui. Il y a des gens guinéens qui sont aussi importants, mais on ne s'occupe pas d'eux. Mais pourquoi on s'occupe de Sidia? C'est parce qu'il y a une masse populaire derrière et qui défend la cause de Sidia et qui a compris une masse non électorale. Si, électorale, bien sûr. Une masse électorale qui n'a pas participé à une élection. La preuve. Quel est le pourcentage des gens qui ont participé aux élections? Où tu mettras ceux-là qui ne sont pas allés voter? Comment ça se présente? Comment ça s'est passé? Quelles sont les statistiques? Vous pouvez les donner fiablement? Nous savions qu'il y a une, la Cour constitutionnelle est acquise. Alpha Condé ne peut pas commencer à changer la Constitution. Et on reviendra quand on parlera de la Guinée, de la Côte d'Ivoire. Oui. Changer la Constitution. Marcher sur des cadavres, plus de 200 morts. Ce qui veut dire l'UFDG n'a que ce qu'elle a... Attention, marcher sur des cadavres et abandonner ça en cours de route. Cela était réel. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne sais pas quel était le plan qu'avait l'UFDG pour pouvoir arriver. Mais ce qui est clair, aujourd'hui, c'est acté que cela n'a pas marché comme ça se voit. Il continue à revendiquer une victoire qui est légitime, hein, parce que, vu des élections, Alpha ne peut pas avoir 18% dans ce pays. Donc, cela dit, vous l'avez constaté, quand son ministre secrétaire général et son ambassadeur de France, il y a la vidéo qui circule, ont discuté avec Sekouba Konaté pour prouver, encore une fois, c'est Sidia qui est venu en deuxième position, ce n'est pas Alpha. En 2010. Ça prouve à suffisance que c'est par des combines. Maintenant que c'est arrivé, aujourd'hui, nous devons renforcer notre position en nous mettant dans un ensemble plus grand, permettant de continuer un combat, parce que je pense que c'est ce qui peut permettre l'alternance dans notre pays. Et vous l'avez compris, hein, c'est les vœux de mon invité. L'opposition doit se mettre en ordre de bataille en fumant le calme de la paix et de l'unité pour faire barrage à ce qui est en vue en Guinée, en étant notamment comme position de la mouvance présidentielle menée par Alpha Condé, qui est réélu pour un troisième mandat consécutif en Guinée. On marque une courte pause avant de revenir dans cette émission pour parler désormais de cette sortie du président français Emmanuel Macron, qui a félicité Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Cependant, il s'abstient à adresser les mêmes félicitations à Alpha Condé. Et pourtant, les deux présidents-là ont été élus presque dans les mêmes conditions similaires. On marque une courte pause et on revient juste après. Retour dans cette émission Star comme pour cette troisième et dernière partie de cette émission consacrée essentiellement à la sortie du président français. Il faut dire quand même que c'est un débat qui continue d'alimenter la chronique en Guinée et ça suscite assez de réactions dans le milieu politique guinéen. Il faut rappeler tout simplement que le président français Emmanuel Macron a adressé un message de félicitations à Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé en Côte d'Ivoire, dans ce pays voisin à la Guinée. Et une trentaine de personnes ont perdu la vie dans des violences en lien avec la candidature contestée du président sortant. Cependant, en Guinée, où Alpha Condé est déclaré réélu dans les mêmes conditions presque similaires avant son homologue ivoirien, le président français s'abstient d'adresser ses félicitations au président guinéen. Alors, honorable, c'est vrai quand même que ça fait du tollé sous la toile, cette sortie de Macron, ce double langage. Quel est votre regard sur cette sortie du président français? Il ne faut pas que les communicants communistes vous tirent vers une communication qui vous perturbe dans la tête. Je vais dire qu'entre votre enfant et mon enfant, quand il faute, je suis censé corriger mon enfant à moi. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? N'oubliez surtout pas qu'Alpha Condé a une double nationalité. Ne perdez pas de vue qu'il est français et il n'a pas renoncé à cette nationalité française. Les Français ont forgé un homme qui est devenu président dans un autre pays. Et vous le rappelez tout à l'heure, en 2010, on peut dire que Alpha Condé était le candidat de la France. Exactement. Qui a fait que Sidia a été détourné. Exactement. Ils ont forgé un homme
qui est devenu président et qui a passé toute sa vie. À 15 ans, il était en France. Ouais. Il a été nourri, vêtu par la France, logé par la France. Donc, ils sont plus sensibles au comportement d'un de leurs citoyens qu'à un autre. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ça, c'est la première des choses que je dois relever. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on pourrait pardonner à Ouattara. C'est qu'on pourrait pardonner à Ouattara. On ne peut pas le pardonner à Alpha Condé. Ouais. Si la France se lève et le dit, j'entends des gens parler de souveraineté nationale. Ah oui. Mais commencez par dire à Alpha Condé de renoncer à sa nationalité française. Et n'oubliez pas, il ne faut pas qu'on ait l'esprit, un esprit court sur les événements qui se sont passés. Il y a tant de Guinéens qui sont réfugiés en France au moment de la Révolution. Je leur dirais tantôt qu'Alpha Condé a été condamné à mort par contumace par la Révolution en Guinée. Il a été soutenu, encadré par la France, contrairement à Ouattara. Donc, ils ont droit sur Alpha Condé plus que Ouattara. Ça, c'est la première des choses qu'il faut citer. Rien. La première nuance qu'il faut lever. La deuxième chose, je ne suis pas d'accord pour le troisième mandat. Mais entre le mal et le pire, on choisit le mal. On est d'accord. C'est ce qu'on nous a enseigné. Ouattara ne devait pas. Mais c'est un défaut d'ailleurs. Mais il y a des circonstances atténuantes quand on regarde dans le mal sur Ouattara par rapport à Alpha Condé. Il avait désigné un successeur qui est décédé. Non, je vais commencer par excusez-moi pour la tautologie, par le commencement. Oui. C'est au début de son second mandat qu'il a changé la Constitution. Et en changeant la Constitution, c'est avec tous les Ivoiriens, opposition, société civile, et tout le monde, qu'il a proposé une nouvelle Constitution. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ils ont tous accepté le principe de changer cette Constitution. Tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara a commis à cette mission une commission connue. Donc des hommes connus, des institutionnalistes connus de la Côte d'Ivoire. Une commission technique qui a été dotée d'un budget de fonctionnement, qui a rédigé la Constitution. Dont le cadre était connu. Des Ivoiriens. Qui officiellement, en tant que commission technique, est venue déposer cette Constitution devant le président de la République. Première nuance, pour la Guinée, personne ne peut vous dire qui a rédigé cette Constitution. Honorable. Vous connaissez? Donnez-moi la commission qui a... C'est le ministère de la Justice qui a fait une proposition. Non, je suis désolé. Ce n'est pas un ministère qui fait ça. Et premièrement, si c'est le ministère qui doit le faire, les Guinéens doivent participer. Parce que c'est pour les Guinéens qui le font, dans les conditions normales. Mais vous avez refusé de participer. Non, c'est pas une... Non, attention. La Constitution, en catimini, a été rédigée. Vous comprenez? Les consultations sont venues après la rédaction d'une Constitution entre 4000. On ne sait pas si c'est des délinquants qui ont rédigé cette Constitution, si c'est des pédants. On ne sait pas qui a réellement rédigé. Et au nom de la Guinée, Alpha Condé doit savoir qu'il est le président des Guinéens. Donc, il est mandaté par le peuple de Guinée. Il ne doit pas faire ce que le peuple ne veut pas. Et il doit avoir, c'est-à-dire la population doit accepter. Ça, c'est la deuxième remarque. Est-ce que vous voyez? Qui diffère de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donnez-moi les ONG qui ont participé à la rédaction de notre truc. Et ensuite, quand ils rédigent une constitution, ça doit passer dans les institutions universitaires, dans des ONG. Quand la commission a créé, c'est cette commission qui doit débattre pour savoir s'il n'y a pas de problème dans la constitution avant de proposer ça aux Guinéens. Malheureusement, on n'a pas eu ces étapes dans notre pays. Nous avons eu une constitution qu'on ne connaît pas. Et après, on présente une constitution autre à la population pour voter. Et après, il prend un crayon. Après avoir voté, il change quelques articles dans la constitution avant de promulguer. Est-ce que vous pouvez comparer la constitution, la manière dont la démarche constitutionnelle est faite en Côte d'Ivoire et celle de la Guinée? Tous les chemins mènent à Rome. Non, attendez. Vous le diront. Non, je vais dire. Tous les chemins mènent à Rome. Alors, si c'est ça. Certains vous le diront. Si c'est Alpha ça. Condé peut-être. Mais quand même, les deux résultats, il y a un troisième mandat. Ce que je dis,
C'est un double langage. Je viens en deuxième. Je dis, il y a le mal et il y a le pire. Et le pire. Dans la différence encore entre Ouattara et... Au moins, il a présenté quelqu'un. Même si c'était un mourant. Vous comprenez? Non, ça, quand même, personne ne pouvait imaginer que Blanc Koulibaly allait mourir. D'accord, alors, personne au ne pouvait moins, imaginer. Le consensus est tombé sur quelqu'un qui dit, voici mon candidat. Mais en Guinée, la seule chose qu'Alpha a voulu, c'est de changer la constitution pour continuer. Et c'est ce qui a dénoncé, c'est ce qui a justifié comme argument Emmanuel Macron, en disant que Alpha Condé a changé la constitution uniquement dans le but de se donner au pouvoir. Ouais. Et l'autre, ce n'était pas le cas. Et combien de cadavres on a eu ici pour le changement de cette constitution? On ne peut pas comparer le nombre de morts en Côte d'Ivoire et le nombre de morts en Guinée. Mais quand les gens ôter une vie, c'est quand même quelque chose. Une seule vie. En Côte d'Ivoire, on parle de plus de 85 morts. Hein, on parle de 85 morts. L'élection présidentielle. Ici, il y a eu combien? Ah oui, il y a eu une quarantaine. Hein, après. Non, non, je parle d'avant. Ah oui, c'est. Pour la Constitution. La liste, elle est longue. S'il vous plaît. Ouais. Près de 200. Arrêtez. C'est pas l'émotion. Hein. Nous devons comprendre qu'il y a quand même des communicants du RPG qui essayent d'influencer. Parce que je dois même les influencer. Je mets ça au conditionnel. Il paraît même que ce comité qui est mis en place notamment pour saper la France en Guinée, c'est l'actuel ministre qui pourrait être derrière ça, Bantamasso. Je ne sais pas trop. Mais je dois seulement rappeler. Mais quand même, il y a une sorte de campagne de dénigrement de la France qui est lancée aujourd'hui. Je dois rappeler seulement, et je le dis tout le temps, mais les Guinéens n'arrivent pas à percevoir. Le système Alpha a envoyé beaucoup de jeunes communicants et journalistes en Chine pour une formation sur la communication. Si c'est une communication pour la démocratie, la bonne gouvernance et le droit de l'homme... Nous avons été retirés sur la liste parce qu'on était libre. Laissez-moi finir ça. Oui. Si c'est une communication, c'est la France, les États-Unis, l'Allemagne, on va amener les gens. Ouais, mais en Chine, c'est le communisme. Donc, c'est comment jouer sur la psychologie des citoyens. En vendant ce qui est faux. La politique de la terreur. En vendant ce qui est faux pour que le citoyen croit à ça. Et comme nous sommes majoritairement analphabètes, nous sommes consommateurs de ces affabulations, souvent prononcées par les communicants venus de la Chine. Ouais. Et ça, j'alerte les Guinéens et de faire très attention. Et ça, il se retrouve partout. Alors, il y a cette question, parlant de cette sortie d'Emmanuel Macron sur le troisième mandat d'Alpha Condé et de Ouattara. Quelle incidence pourrait-on, c'est pas enregistré en termes de négativité ou de positif, parce qu'on argue le plus souvent l'indépendance de la Guinée est un pays souverain. Alors, Macron qui ne reconnaît pas presque, ou qui est contre le troisième mandat d'Alpha Condé, quelle incidence sur la diplomatie guinéenne à l'international, parce qu'on sait quand même que la France a le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a également le Fonds monétaire international, tous les biens dons financiers, tout ça, il faut le veto de la France pour que la Guinée participe. Qu'est-ce qu'il faut craindre? Je crois que pour celui qui est averti, il va faire très attention et ne pas tomber dans les pièges. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils font de la communication parce qu'ils gagnent un peu de millions avec le pouvoir, ou qu'eux, ils ont des intérêts liés au pouvoir pour s'attaquer à la France. Moi, j'ai dit que Alpha Condé connaît mieux la France que quiconque. Il laisse faire, mais il sait ce que cela représente. J'ai dit la diplomatie, on a un problème à ce niveau. Le premier partenaire de la Guinée en matière d'aide et tout ça, quoi qu'on dise, c'est la France. Faut pas accélérer. Ceux-là qui pensent à ça, qu'ils ont des écoles, ils ont des ponts, ou bien ils ont des routes, doivent savoir que la France aide à ce que cela se réalise dans notre pays. Je ne sais pas comment il gagne l'argent. Alpha Condé a fait son choix, notamment de ses partenaires. Il est plus vers l'Asie, avec la Russie et la Chine désormais que les pays occidentaux. Oui, oui, mais nous allons tirer les conséquences de ça quelques années. Parce que je rappelle qu'Alpha va partir. Et j'ai pitié de ceux-là qui sont autour et qui aujourd'hui sont en train de penser que ça démarrera. Rien ne reste. Tout va changer. Je ne sais pas c'est dans combien de temps. Mais ils doivent savoir qu'Alpha est humain. Il doit partir. Forcément, il doit mourir. Forcément, le système doit partir. Mais je dois finir par dire quelque chose de fondamental. Oui.
par rapport à cette diplomatie. Après, la France a une influence au niveau de l'Union européenne et l'Union européenne est le second partenaire du développement de la Guinée. Il ne faut pas le nier. Le pont de 8 novembre, c'est fait par les Européens. Il ne faut pas que les gens pensent souveraineté, une souveraineté mal consommée. On n'est jamais riche, on n'est jamais libre quand on est pauvre. Ouais. On n'est jamais libre quand on a faim. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, vous parlez de ce choix de communiquer en Chine. C'est vrai, la Chine, c'est une grande puissance. Mais si nous voulons implanter la démocratie, ce n'est pas la Chine qui va nous aider à faire cela. La Chine suit ses intérêts. Je me rappelle bien, Gbagbo avait la Chine aussi. Ouais. Je me rappelle bien, la Russie était l'un des partenaires fondamentaux de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais il est parti. Où sont les Russes et les Chinois en Côte d'Ivoire? Ils ont continué leurs affaires avec les systèmes qui sont revenus. Bien. Je dois alerter les Guinéens d'arrêter de penser que cette souveraineté mal placée ou bien une indépendance qu'on a obtenue 62 ans, nous n'arrivons même pas à construire un pot, c'est-à-dire un pot de fleurs, ouais. Ne nous sert absolument à rien. Ouais. Je crois que les Guinéens doivent enlever l'orgueil là. Alors, honorable, on va s'intéresser également à un aspect de la vie politique guinéenne, ces débats autour de la dissolution de l'Assemblée nationale au nom du dialogue national guinéen et de l'unité pour un progrès. Mais avant de vous faire réagir sur ça, on va aller avec cet élément de reportage qui illustre un peu notamment cette réaction croisée de la mouvance présidentielle et de l'opposition sur la main tendue d'Alpha Condé. À l'issue des violences enregistrées après le scrutin du 18 octobre 2020, plusieurs acteurs de la société civile guinéenne se sont réunis à la Maison de la Presse ce mercredi 18 octobre 2020 pour proposer des solutions pour une éventuelle sortie de crise. Parmi celles-ci, la dissolution de l'Assemblée nationale et la révision constitutionnelle étaient à l'honneur. Une déclaration qui ne laisse pas indifférent ce député de la mouvance présidentielle. C'est une décision qui appartient à la souveraine décision du président, donc c'est à sa discrétion. La Constitution là-dessus dit que le président, en cas de désaccord profond, après consultation du président de l'Assemblée nationale, peut bien envisager cette option, mais à mon avis, je ne vois aucun élément qui puisse motiver une telle attitude aujourd'hui. Tout en dénonçant ce problème de révision constitutionnelle, le 5e vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué d'interpeller les acteurs sur cette question d'adversité qui émaille l'arène politique guinéenne. Par ailleurs, honorable Fodé Mohamed Souma demande à tout un chacun de préserver la paix pour le bien de la nation. Je voulais une révision. Je me suis battu contre une nouvelle constitution, mais du moment que la Cour constitutionnelle a décidé qu'il y avait une nouvelle constitution promulguée, en tant que patriote, et autour de notre pacte social, je me range, je m'aligne, je prends acte et j'accepte. Je n'étais pas pour la candidature du président actuel Alpha Condé, mais du moment que sa candidature a été validée par la Cour constitutionnelle, il a participé au scrutin, je ne peux pas rester dans le déni. Je crois qu'il faut arrêter d'être dans cette situation de se regarder en chien de faïence, dans le déni, dans l'adversité, dans la violence. Le pacte républicain voudrait aujourd'hui que nous consolidions notre mieux-vivre et ça passe par la nation, ça passe par la communauté d'intérêt que nous lie. Dans cette déclaration conjointe rendue publique, la société civile guinéenne en appelle à un sursaut patriotique de tous les acteurs sociaux pour la sauvegarde, la restauration et la préservation des fondements de la nation. Pour ce faire, elle compte engager des consultations à partir du 20 novembre 2020 avec toutes les forces sociales et politiques nationales sur les questions saillantes du moment.
Et oui, c'était la réaction notamment croisée de la mouvance présidentielle de l'opposition parlementaire sur cette question de la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, honorable, avant de parler de la main tendue, voilà, est-ce que vous pensez que cette question sur la dissolution de l'Assemblée nationale peut être un motif qui pourrait ramener l'opposition sur la table de dialogue avec Alpha Condé? D'abord, je ne crois pas à ce que c'est dit. Je crois qu'il y a la comédie dedans, forcément. J'ai entendu parler de paix, parce que les gens ne comprennent pas. Je crois que la paix se gagne comme ça. Quand on est frustré, on ne peut pas être en paix. Ouais. La justice est la base de tout. Pour qu'il y ait paix, nous devons reconnaître la vérité de chacun. C'est vrai, il y a ta vérité, il y a ma vérité, et il y a la vérité elle-même. Et dans ça, la justice qui est le garant de ça. Parce que chacun de nous déroule des arguments. Mais c'est la justice qui doit nous départager, mais elle doit être impartiale. Ouais. Malheureusement, quand vous êtes dans un pays où ce qui se passe, par exemple, pour des leaders politiques comme ça, on vient, on les prend comme des petits poussins, on les amène, on met des ardoises et tout ça. Vous pensez que cette frustration peut amener la paix? Même si la frustration n'est pas exprimée, mais ça ne donne pas la paix. Parce que ça peut se faire de plusieurs manières pour empêcher que le pays avance. J'entends parler de cette dissolution-là. Le problème fondamental que nous avons, nous devons savoir où nous voulons aller. Et pour cette base-là, il faut qu'il y ait la sincérité dans ce que nous faisons. Ouais. Il y a ce que je veux en tant qu'individu, mais il y a ce que doit se faire pour la nation guinéenne. Et des fois, je dois m'incliner devant ce qui doit aller pour la nation guinéenne. Et pour que cela soit, on doit reconnaître ma valeur personnelle dans l'édification de cette nation. Est-ce que vous me comprenez? Les partis politiques doivent exister pour que la démocratie marche. Mais si on les brime, on les phagocyte, comment voulez-vous qu'on parle de paix dans ces conditions? Est-ce que vous pensez que cette dissolution annoncée de l'Assemblée nationale, si elle aboutissait, à quoi ça allait résulter cette... À mon avis, je ne comprends pas. Je ne sais même pas. Parce que c'est la même personne qui est à la tête de l'État. Ouais. Qui a les mêmes habitudes. Changer les habitudes de quelqu'un qui a 86 ans, je vous dis que mon frère, c'est pas facile. Hein? Il a des habitudes, il a des comportements, il a des caractères qu'on ne peut pas changer. Et surtout d'ailleurs, avec cette nouvelle constitution annoncée, on s'achemine vers notamment la création d'un poste de vice-présidence. Je vais vous le... Mais il y a déjà la constitution. Ou bien on va encore demander au peuple d'aller à un référendum pour créer le vice-président. Ça c'est autre chose. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais je dois vous dire quelque chose. Quelqu'un qui s'est dit élu, avant même l'investiture, qui dit qu'on va couper les queues des Guinéens, comme toi, même s'ils sont négatifs, mais quand même un peu de respect pour ce Guinéen-là. Quand un premier ministre, je ne sais pas s'il parle français ou pas, généralement c'est la victime qui dit on me fait la chasse aux sorcières, n'est-ce pas? Ouais. Mais quand le premier ministre lui-même il dit on va faire la chasse aux sorcières, c'est que je doute même de la formation acquise par la personne. C'est une réalité. S'il vous plaît, en réalité, il faut voir quand même, c'est l'une des clés de l'administration guinéenne quand même, honorable. C'est ce qu'on vous fait croire. Ouais. Mais ce que je veux savoir, comment un homme qui a le pouvoir, qui a l'autorité, peut se permettre de dire on va faire la chasse aux sorcières. Ça, c'est quand même... C'est le contraire quand même qui devrait se produire. C'est la victime qui dit que c'est victime de sa sorcière. Et vous comprenez. Ouais. Donc, je me dis, le changement... Ben, j'ai entendu Damaro me dire que si c'est pour la paix, il est d'accord qu'on dissout... J'ai l'impression qu'on ne croit pas à cette assemblée, sincèrement. Dissout l'assemblée. Non, mais on sait tous que c'est une assemblée jaune. Ouais. À tout point de vue. Et on ne peut pas... C'est-à-dire... J'ai eu le temps de travailler avec Damaro. La seule chose que je reconnais, c'est le fait qu'il dit ce qu'il pense, même si ce n'est pas bon. Et tout ce qu'il dit en général, même si ce n'est pas bon, mais il le dit quand même. Ouais. Donc, cela, il a lancé ce mot. Je crois que beaucoup ont suivi dans la mouvance par rapport à ça. Mais l'objectif n'est pas ça. Moi, je dis il faut qu'on soit sincère. Qu'on ramène les Guinéens autour d'une table, comme on avait fait en 2006-2007. Je demande humblement
aux forces vives de la nation de se reconstituer, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, les syndicats, Bien. qui en souffrent de la mauvaise gouvernance ou de la gestion de l'État. Oui. Parce que s'il n'y a pas une bonne politique, il n'y a pas de développement dans un État. Et si nous sommes dans des intrigues, ou nous sommes dans des arrestations non fondées, ou nous sommes dans des accusations fallacieuses pour faire arrêter des gens, ou nous sommes en train de faire des règlements de comptes, je suis sûr qu'on ne peut pas évoluer. Et pour cela, je dois dire ce que disait, c'est un juif, hein, que quand ils sont venus prendre les communistes, je n'étais pas communiste. Je n'ai pas dit mot. Quand ils sont venus prendre les juifs, je ne suis pas juif, je n'ai dit mot. Quand ils sont venus me prendre, personne n'était là pour dire mot. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les syndicats ont été phagocytés, déchirés et déchiquetés entre eux pour des coups politiques. À l'image de votre parti. Est-ce que vous voyez? À l'image Nous de votre avons parti. les politiques qui sont en train de faire de même. Oui. Vous comprenez? Nous avons la société. C'est déplorable que j'entends le Knox parler des points. Après avoir tué pendant Des années. toute la période Toute où la on période. est en train de tuer les Guinéens et tout ça, ça ne les a pas intéressés. Maintenant que le coût du troisième mandat est consommé, maintenant, ouais, comme on a obtenu ce qu'on voulait, revenez autour de la table, voici les points qu'on vous présente. C'est quand même de la comédie. Ouais. Et c'est tout ce qu'on pouvait dire dans cette émission, vous l'avez compris. Mon invité, c'était bien évidemment Honorable Sékou Yaya Barry. Alors, Honorable, il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre participation dans cette émission et j'espère non plus que ça ne sera pas la dernière parce que quand même, il y a assez d'informations qui concernent votre parti qu'on voudrait étayer dans cette émission, mais ce n'est que partie remise. Que Dieu, le maître de l'univers, nous donne le temps et l'espérance pour y arriver. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire dans cette émission. Il ne me reste également à vous, aux téléspectateurs notamment, de cette télé et plus particulièrement de cette émission. Car voilà, ça a été une semaine de repos, mais on reprend avec une nouvelle énergie pour vous servir. J'espère tout simplement que cet autre numéro de l'émission Starcom vous a permis d'avoir une vue large et profonde sur les dessous de l'actualité. Ceci pour vous aider à prendre position sur ces sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. On se reprend dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Au revoir.